Maintenant, c'est Dr Le Russi, chirurgien vasculaire de la Réunion, sur l'artériopathie des membres inférieurs et diabète, spécificité et problématique de la prise en charge. Chers amis, chers confrères, on a vu les conséquences du diabète au niveau ortho-iliaque, mais comme on l'a dit justement, ce n'est pas la zone qui est la plus touchée. La zone qui est la plus problématique est un tout petit peu plus bas. Pour avoir les diapositives du docteur Le Russi, s'il vous plaît. Oui. Donc, je vais d'abord vous parler des spécificités à La Réunion au niveau du diabète. C'est une région qui est un peu plus touchée que la métropole, avec un taux qui est plus de 2 fois plus important chez nous. La moitié de la population au-delà de 70 ans est diabétique, et ça ne fait que progresser dans un contexte socio-économique un peu particulier, de population qui est un peu plus pauvre qu'ailleurs. Un contexte aussi géographique et régional, et aussi climatique, qui fait qu'on se retrouve dans des conditions beaucoup plus humides et chaudes qui favorisent les plaies, les macérations, et des patients qui sont peut-être un peu plus durs au mal, avec un accès des fois un peu plus compliqué à la médecine, et qui viennent souvent très tard au stade de plaies en consultation. La problématique globale, on l'a vu plusieurs fois, c'est une mortalité périopératoire qui est supérieure chez ces patients. On voit même 5 à 6 ans après une amputation des taux de décès qui vont jusqu'à 70%. Ce qu'il faut retenir, malgré toutes les hospitalisations, les revascularisations, les pontages longs, c'est que le coût global pour la société d'une amputation est toujours supérieur à la pire des revascularisations. En plus, il y a une atteinte globale du schéma corporel et une atteinte psychologique qui peut être dramatique. Pourquoi chez ces patients l'infection survient et aboutit à l'amputation? C'est une triade infernale, la neuropathie, l'artériopathie qui font des trous, l'infection qui les chronicise et qui aboutit à l'amputation. Si on se concentre sur les patients hospitalisés pour une amputation des membres inférieurs, les 2 tiers sont des patients diabétiques. Quand on est diabétique, le risque d'amputation est 15 fois supérieur à l'artériopathe normal, et le diabète est en progression chaque année de manière accélérée. Quelles sont les particularités? J'y reviens rapidement, on l'a dit plusieurs fois, on va certainement le redire. S'ajoute à la macroangiopathie une microangiopathie avec une médiacalcose, une atteinte qui est très distale chez ces patients, ce qui va poser un gros problème. Lorsque les gros vaisseaux sont bouchés, on sait toujours passer au-dessus, tant qu'on trouve un vaisseau qui n'est pas bouché au-dessous. Mais si tout est bouché vers le bas, c'est de la plomberie de base, on n'arrive pas à envoyer le sang jusque dans le pied. En plus, on a des neuropathies surajoutées, des patients qui vont s'affecter plus rapidement, qui vont venir avec des plaies le plus souvent, parce que ce sont des patients âgés qui ne marchent pas toujours, ils ne savent pas toujours s'ils sont claudiquants, et ils viennent au stade de plaies, avec des traumatismes mineurs dus également aux troubles de la vue, aux troubles de l'équilibre, aux conditions socio-professionnelles défavorables, qui rendent tout ça problématique. Donc les atteintes sont plus graves, plus précoces, d'évolution plus rapide et récidive plus souvent. On l'a déjà dit, mais les atteintes ortho-iliaques sont plutôt rares et ne posent pas de problème spécifique chez le patient diabétique par rapport aux autres patients, si ce n'est le fait d'être plus calcifié. La problématique est surtout que cela va atteindre plus souvent la fémorale superficielle, mais plutôt basse, hein, elle peut être même conservée, mais c'est surtout les artères de jambes qui vont être touchées. Les artères qui sont le plus souvent conservées vont être très distales au niveau de la pédiose, de la rétromalléolaire, ou l'artère péronière ou fibulaire, qui est la plus difficile à atteindre, qui est en plein milieu de la jambe. Ce sont les artères donc de moyen et de petit calibre qui sont touchées en premier. Les études ont montré que c'était à cause d'une plus grande sensibilité des artères de type musculaire au processus de vieillissement. Et en fait, la médiacalcose peut être vue comme une conséquence de la dénervation sympathique de la média. Et ça permet, c'est un peu le carbone 14, ça permet d'un peu plus dater la durée d'évolution du diabète et l'évolution de la neuropathie diabétique. Nirvana vient d'en parler juste avant, hein, la néphropathie diabétique est surajoutée à cela. Donc on va traiter non seulement des patients qui sont graves sur le plan des membres inférieurs, mais également souvent en dialyse ou en train d'être dialysés. Effectivement, l'Alsace, c'est pas mal, mais à La Réunion,
c'est 50% voire plus. Donc c'est vraiment un fléau et c'est endémique. À chaque étape de la démarche diagnostique et thérapeutique, le fait que le patient soit diabétique va induire des subtilités. D'abord, au niveau du diagnostic, il faut prendre le temps de déchausser les patients, d'enlever les chaussettes, même si des fois ils n'ont pas, de regarder bien entre les orteils pour voir s'il n'y a pas des petites blessures, des micro-blessures qui pourraient faciliter les infections, rechercher des déformations. Il faut éviter les errances diagnostiques et assez rapidement mettre le patient dans le circuit du pied diabétique, avec en premier faire un examen qui est l'écho-doppler des membres inférieurs, qui est assez facile à avoir et qui va permettre de faire, grosso modo, de diviser les patients en deux groupes. Un groupe de patients qui va être plus facile à traiter, qui n'a pas d'artériopathie sévère. Ces patients vont cicatriser a priori avec des soins locaux, une prise en charge suffisante, correcte et un bon suivi. À côté de cela, il y a le patient artéritique qui, malgré les meilleurs pansements et la meilleure attention, ne pourra pas cicatriser s'il n'est pas revascularisé. Et c'est celui-ci qu'il va falloir faire rentrer rapidement dans le reste du circuit. Donc cet écho-doppler va être gêné chez le patient diabétique. Encore une fois, à cause de cette fameuse médiacalcose qui va faire obstacle aux échos. Les IPS sont d'une grande aide pour nous pour stratifier le patient. On a vu lors des études que c'était un très bon reflet de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité toute cause. En bas de l'échelle, ici, la mortalité est très haute. Ce sont des IPS bas, donc des patients qui ont une artériopathie du membre inférieur très sévère. Et a priori, ils ont également une artériopathie sévère du reste du corps, donc sont très malades et meurent avant les autres. Ici, ce sont les patients qui ont des IPS à peu près normaux. Et là-haut, le fait d'avoir un très bon IPS n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça peut être dû à la médiacalcose et à des artères qui ne se compriment pas, et donc avec une surmortalité pour eux aussi. On essaye de trouver des artifices néanmoins pour essayer d'apprécier la vascularisation en distalité. Alors il y a le Paul test, quelque chose qui est un petit peu archaïque, mais qu'on peut faire au cabinet, avec une prise de Doppler au niveau des artères pédieuses ou rétromalléolaires, avec le patient allongé sur la table d'examen. Étant donné qu'on ne peut pas comprimer les artères dans le mollet, vu qu'elles sont incompressibles, on relève la jambe et on essaye de prendre la pression au niveau de la rétromalléolaire de la pédieuse avec le pied avec la jambe à 90 degrés. Si on arrive à enregistrer un signal, c'est que l'artériopathie n'est sévère, probablement, mais en tout cas pas au stade d'ischémie critique. Cela donne une pression supérieure à 50 mm de mercure quand on le compare au centimètre d'eau en fait. Les autres artifices sont la prise de pression à l'orteil et la pression transcutanée en oxygène. Une fois que le patient était diagnostiqué artéritique, on va avoir d'autres examens pour faire une cartographie plus sérieuse du patient pour pouvoir traiter et organiser notre prise en charge thérapeutique. Le problème est que là aussi, chez le patient diabétique, il va y avoir des problèmes d'injection d'iode, car elles sont souvent insuffisants rénaux. Les calcifications vont gêner l'analyse au niveau des artères de jambe. Et l'angio-RM n'est pas non plus, ne va pas résoudre tous nos problèmes, étant donné qu'il y a également là des problèmes avec l'insuffisance rénale. Et la résolution spatiale, surtout au niveau des artères de jambe, n'est pas très bonne. Mais malgré ça, on arrive à prendre des décisions sur ces examens pour aller à la revascularisation, qui doit être la plus précoce possible et la plus distale possible. En plus, lors du geste chirurgical, qui peut être chirurgical ou endovasculaire, on va le voir, mais comme c'est la même personne qui le fait, on peut faire également, dans le même temps, une prise en charge de la nécrose et faire des excisions, voire des amputations. Nous pouvons être amenés également à faire des amputations primaires dans le cas de patients où la vie est en danger. D'abord, le traitement chirurgical, on va le réserver aux occlusions longues, avec un matériel privilégié qui est la veine saphène autologue. Ce sont des pontages souvent qui partent d'assez haut, plutôt du pli de laine, des fois un petit peu au-dessous, mais qui vont très bas. Et donc, on ne peut pas proposer à tous les patients. De plus en plus, les patients, on l'a vu, diabétiques sont de plus en plus âgés. Ils sont souvent coronariens, très fragiles. Et ce sont des gestes que l'on peut finalement, dans la pratique, de moins en moins proposer à nos patients qu'on voit souvent très tard. Néanmoins, c'est très efficace. On voit ici le cas de ce patient avec des plaies, des nécroses d'orteil, une artère qui s'arrête ici un petit peu au niveau du genou, là une artère qui est suspendue, qui donne très peu de collatéral. L'artère intéressante, elle est tout en bas, là c'est la rétromalléolaire. Et chez ces patients-là, on peut faire des pontages entre la fémorale superficielle basse et l'artère tibiale postérieure, et après avoir réséqué les parties nécrotiques, obtenir cela. En pratique, ça donne ça avec la veine du patient qui a été prélevée,
on aborde la fémorale superficielle, on aborde la tibiale postérieure en bas, on coud et on fait un pontage. Le problème, c'est la perméabilité et les taux de sauvetage. Chez des patients fragiles, il faut privilégier la saphène. Les prothèses, on peut les faire. On peut même mettre un bout de veine au bout de la prothèse. Ça peut faciliter la couture, mais les taux de perméabilité sont assez bas, les taux de sauvetage, pareil. Mais avec la saphène, on a des très très bons taux de sauvetage et qui sont assez pérennes quand on arrive à les faire. Sur cette étude-là, on avait 91% de taux de sauvetage à 1 an et presque 60% de taux de sauvetage à 5 ans. Seuls les dialysés étaient un mauvais facteur en multivarié. Mais maintenant, on peut proposer d'autres traitements moins invasifs qu'on peut faire sous anesthésie locale. Donc à des patients très fragiles, on ne peut presque pas refuser de leur faire, même si le risque anesthésique reste important chez ces patients-là. On peut également maintenant, avec le matériel qui est à notre disposition, déboucher des zones avec des occlusions très longues, où avant on proposait des pontages. Maintenant on peut faire des recanalisations longues, fémorales superficielles, et même d'artères de jambe, comme ici la tibiale antérieure qui se situe dans le mollet. On voit ici le cas d'une amputation transmétatarsienne qui stagnait, qui va nous permettre d'illustrer qu'on peut dilater même des artères de très très petit calibre. Là, tout circule bien, donc c'est un patient diabétique avec une tibiale antérieure qui n'est plus présente, et on voit en distalité que la péronnière donne quelques collatérales, mais très peu efficaces. La belle artère, c'est la pédieuse, et on n'a pas du tout d'arcade plantaire. Le problème chez ce patient, c'est qu'on peut amener tout le sang qu'on veut au niveau de la cheville. S'il n'y a rien qui arrive au niveau des orteils, ça ne cicatrisera pas. On peut passer des guides de 0,14 très fins, des ballons de 2 mm, frayer un chemin, dilater, et à partir de cela, obtenir une arcade plantaire qui peut permettre de faire cicatriser le patient, comme on l'a vu sur la photo précédente. Ici, un autre cas pour illustrer, c'était une patiente âgée avec une obésité morbide qui avait eu un pontage dans un autre centre pour plaie nécrotique des 3e, 4e et 5e orteils que vous ne voyez pas, qui avaient été enlevés avant. Ça n'a pas très bien fonctionné, étant donné que ça a continué à nécroser. Le pontage s'est bouché et infecté, dans un sens ou dans l'autre, et se retrouve à la clinique. Effectivement, quand une fois qu'on a enlevé le pontage qui était infecté chez une patiente en sepsis sévère, on se dit qu'on va essayer quand même en endovasculaire. Quand on voit ça, on se dit que c'est peu encourageant, étant donné qu'il y a très peu d'artères. Mais comme vous voyez, le guide était déjà un peu rentré dans l'artère, donc on se dit qu'on va pousser un petit peu plus loin. Et on peut retrouver, grâce à des bonnes sondes, des bons guides, de temps en temps des artères en distalité qu'on ne voyait pas à l'artériographie auparavant. Et après avoir gonflé des ballons, mis des stents, on arrive à récupérer une artère qui circule. Et après avoir enlevé le bout du pied, obtenir une cicatrisation chez une patiente qui marche sur ses 2 pieds maintenant. Donc tout ça pour dire que l'artériopathie des membres inférieurs, même chez le patient asymptomatique, reste un marqueur prédictif important et indépendant de morbimortalité cardiovasculaire, que les revascularisations pour plaies sont en constante progression, que l'artériopathie chez le diabétique est plus sévère, plus fréquente et intervient de manière beaucoup plus précoce que chez les autres patients qu'on a amené traiter, notamment les patients fumeurs qu'on voit souvent. Il y a cependant des évolutions et des espoirs, des évolutions sur les matériaux qui nous permettent de dilater des artères de plus en plus distales et de plus en plus petites, et des espoirs dans l'accès aux soins des patients grâce à la télémédecine et au réseau de compétences. Et je terminerai en disant qu'il faut surveiller de très très près ces patients, car la récidive est la règle, avec plus de 50% des patients qui refont des troubles trophiques et qui rebouchent leurs artères. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Oui, il y a une question. On peut avoir un micro. Ça y est, il arrive. Les angioscanners pour ces artériopathies diabétiques au niveau des artères de jambes, ça donne de très mauvais résultats. On ne peut pas savoir exactement ce qui permet. D'ailleurs, sur tes clichés, ce qu'on voyait bien, ce sont des artériographies. Donc, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on ne passe plus par l'étape angioscanner, angio-IRM. On met, quand c'est ces artériopathies distales, dès le Doppler, qui montre qu'il y a une artériopathie, on le met directement au bloc et on y va tout de suite en recanalisant ce qu'on peut
et en essayant de réséquer dans un deuxième temps, si c'est possible, les lésions. Mais on ne fait plus, pour ces lésions diabétiques, dans géoscanner, dans GRM, c'est une perte de temps, finalement. Oui, effectivement, chez ces patients qui sont très fragiles, il faut être économe en termes d'injection d'iode aussi. Et avec un scanner, on fait plus de 100 cc, 150 cc d'iode, alors qu'avec des injections de 3-4 cc, on arrive à avoir des très belles images. Et après, faire du happening au moment de l'angiographie, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on a un bout de fémoral superficiel, est-ce qu'on a une fémorale commune, avoir un pouls et savoir si on peut passer par le côté homolatéral ou est-ce qu'il faut passer en crossover si on n'a pas du tout d'accès par la fémorale. Oui. Il y a une autre question, oui. Oui, merci Gilles. Alors Gilles, dis-moi, est-ce que tu as remarqué que les récidives étaient corrélées au niveau d'équilibre du diabète? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, pour nos patients qu'on a en coma, c'est quand il y a des fistules artério-veineuses ou des dialyses, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup plus de rechutes, si tu veux, en termes de réobstruction après vos interventions. Tout à fait. Il a été montré que les patients qui étaient dialysés et diabétiques avaient des taux de récidive plus importants. Ils ont toutes les chances et tous les facteurs pour reboucher leurs artères. Et la première question, c'était sur l'équilibre du diabète. J'avoue qu'en tant que chirurgien, je vois l'hémoglobine glyquée de mes patients de temps en temps en consultation, mais je pense que c'est plus aux médecins traitants qui les voient le plus souvent et aux endocrinologues qui répondront plus justement que moi à cette question. Je voudrais juste, j'espère qu'un jour, on arrivera à traiter les patients en prévention un peu primaire avant qu'ils arrivent jusqu'à chez vous. Parce que quand ils arrivent jusqu'à chez vous, ça veut dire qu'il y a eu un énorme échec dans la prise en charge. Surtout qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme possibilité aujourd'hui, c'est un peu dommage qu'on voit encore les images comme ça. Oui, le problème, c'est aussi l'approche du patient. À La Réunion, on a souvent des patients qui ont un oncle, un cousin, une grand-mère qui a été amputée, à qui il manque des orteils, une jambe. Et pour eux, aller chez le docteur, ça veut dire être amputé. Et donc, ils viennent souvent assez tard et ils attendent un peu trop, peut-être, pour aller voir la première écluse qui permet de rentrer dans le réseau. J'espère qu'il y en aura de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, nous, on est de plus en plus nombreux, les gens sont de plus en plus informés, on fait de plus en plus de séances d'éducation thérapeutique, les gens sont, j'espère, mieux pris en charge et on n'arrivera plus à ça du tout. Ouais, c'est vrai, nous, on ne les voit pas en prévention primaire, pour le coup. Voilà. Je vous remercie. C'est un vrai problème, je voudrais quand même insister, parce que c'est un vrai problème de santé publique, l'ischémie chronique sévère des membres inférieurs. Depuis 2015, la Société européenne de chirurgie vasculaire, la société américaine et les pays, et tous les pays sont mis ensemble pour essayer de faire des recommandations qui vont être publiées, je pense, début 2019. Et dans ces recommandations, il y a une prise en charge de ce que c'est, avec une classification comme la TNM pour les tumeurs, où on prend en considération dans les lésions infra-inguinales, le diagnostic. Et comme tu l'as dit, la première chose qui arrive en tête, c'est l'opacification des artères, la visualisation de ce qu'on va faire jusqu'au pied inclus, jusqu'aux artères du pied, et l'artériographie. Alors on peut faire l'artériographie et d'emblée tout de suite faire un traitement endovasculaire si on pense qu'il est préférable, mais dans le bilan, l'artériographie est essentielle. Et voir ce qu'il y a. Et l'autre élément essentiel qui apparaît dans l'étude multivariée, c'est la veine Safed. Parce que toutes les indications dépendent de ces critères. Est-ce qu'on a un lit d'aval? Est-ce qu'on a une veine Safed? Mais ce que tu as dit est très très intéressant. C'est un vrai problème. Hein. Et c'est partout dans le monde. Hein. En Inde, en Australie, ici, à Paris, partout. Je te remercie. Merci.